Le gouverneur militaire du Nord Kivu s'est exprimé après l'éruption du volcan de Nyiragongo à Goma dans le Nord Kivu. Présentement à Goma, de nombreux Congolais se dirigent vers la grande barrière, le poste frontière vers le Rwanda voisin, dans le cas où les coulées de lave toucheraient la capitale provinciale. Et le ministre de la Défense a enfin présenté au gouvernement le rapport des opérations de bouclage du camp Kokolo effectué le 16 mai dernier. Des familles et des personnes en situation irrégulière y ont été déguerpies. Surpeuplé, le gouvernement promet d'améliorer les conditions d'hébergement. Et déçu le vendredi dernier par les députés provinciaux, le gouverneur de la province du Maniema, Ogi Moussafiri, est maintenant dans les viseurs de la justice. Un réquisitoire demandant l'autorisation d'instruction pour détournement présumé avait été déposé au bureau de l'Assemblée provinciale. Madame, Messieurs, bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Ouvrons ce journal par ces images qui nous parviennent de Goma où une éruption volcanique a été signalée justement à Goma. Le vol de la MONUSCO a aimanté justement pour faire une reconnaissance. On en parle avec notre éditorialiste Jean-Marie Kassamba. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, M. Pétan. Ça faisait longtemps qu'on a constaté une éruption volcanique à Goma. Est-ce qu'on a quelques informations à ce sujet maintenant? Oui, effectivement, selon nos correspondants sur place à Goma, il s'est produit depuis cet après-midi à Goma l'irruption du volcan Nyiragongo qui surplombe la ville de Goma. Vous vous rappelez que dans les années 90, il y a eu éruption du même volcan qui a connu beaucoup de dégâts, qui a fait beaucoup de dégâts, des morts, jusqu'à même faire fermer l'aéroport de Goma. En ce moment, les images qui nous parviennent de Goma démontrent la population qui est en panique. Une bonne partie voudrait bien partir de la zone où il y a effectivement cette éruption. Il semble, c'est l'information qui nous parviennent, que la frontière est fermée avec nos voisins du Rwanda, ce qui n'est pas une très bonne chose parce que s'il y a catastrophe chez nous, il faut effectivement que la population s'abrite quelque part, mais ça reste à être en tout cas vérifié sur le terrain. Voilà, ce sont les images qui nous parviennent déjà. Voilà les images qui nous viennent de Goma, voilà le volcan en éruption en ce moment sur la ville de Goma. Vous savez que c'est une zone montagneuse avec ces volcans qui est souvent en éruption de temps en temps, parfois tous les 10 ans. On va interroger les volcanologues peut-être demain, qu'on va inviter ici pour nous donner des détails techniques. Mais c'est assez dangereux par rapport à la population. Lorsqu'il y a eu ce type d'événement, il y a plus de 10 ans, il y a eu beaucoup de dégâts. Les maisons étaient emportées, des laves ont complètement submergé la moitié de la ville. L'aéroport était fermé pendant longtemps. Et donc, c'est une situation assez catastrophique pour nos populations. Voilà, vous voyez les populations qui sont en mouvement, en train de fuir un peu. C'est cette situation qui est très dangereuse pour la population. Et comment ça se fait qu'on n'a pas prévenu cela, on n'a pas eu des signaux écoutez, les sismologues en général préviennent ces types d'événements. Mais parfois, vous savez, la nature a ses réalités. Hein. Ça peut être spontané, ça peut être programmé. Voilà, ça c'est un travail des scientifiques, mais la nature a ses caprices. Donc on ne peut pas tout prévoir dans la vie, ce sont des accidents. Maintenant, c'est à l'État congolais de prendre ses responsabilités très vite pour secourir cette population de Goma qui est en détresse parce que le volcan, ça rase tout. C'est des laves, c'est chaud, on ne peut pas lutter contre ça. Donc on ne peut que fuir. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut fuir en même temps parce que la vitesse de ces laves qui proviennent de cette montagne qui surplombe la ville de Goma, c'est assez dangereux. Et donc si l'information que nous avons eue s'avère vraie, que les frontières ont été fermées à la grande barrière, vous savez, qui nous sépare du Rwanda, il est tout à fait recommandé qu'on ouvre ces frontières pour permettre à la population de se réfugier, ne serait-ce qu'à Gisenyi en face, pour échapper ne serait-ce qu'à des dégâts qui peuvent survenir très dangereusement. Mais nous restons en contact permanent avec ceux qui sont à Goma pour qu'on puisse avoir plus d'éléments. D'ailleurs,
la MONUSCO qui est là-bas avec des engins, des avions, des drones. Je voulais poser une question en ce sens-là. Il y a la MONUSCO qui fait le vol de reconnaissance. Oui. La zone est maintenant militarisée avec nos éléments des FARDC après la proclamation de l'état de siège. Est-ce que notre armée va entrer aussi en scène? Bon, je sais que notre armée, du point de vue bravoure, peut faire beaucoup de miracles, mais ça nécessite des engins, ça nécessite des hélicoptères pour évacuer. Et puis, survoler le volcan, c'est pas tous les avions qui peuvent survoler le volcan, parce qu'il y a la chaleur, et puis c'est dangereux. Et donc, et puis c'est la nuit. Là-bas, Goma, il fait déjà nuit. Et donc, en ce moment, c'est une situation relativement difficile. On ne connaît pas l'étendue des dégâts, la dangerosité même de ces volcans. Et donc, ce qui est demandé à nos populations là-bas, c'est d'être calme, de ne pas céder à la panique. C'est aussi d'écouter. Il y a des radios qui peuvent émettre encore là-bas pour donner des informations. Mais le plus important est que l'État prenne ses responsabilités assez rapidement et que, sur le plan diplomatique, qu'il y ait ces contacts avec nos amis rwandais, qu'ils ouvrent les frontières pour permettre à nos populations de se réfugier, ne serait-ce que temporairement. Voilà, nous sommes comme ça en direct, nous suivons de près ce qui se passe à Goma. Jean-Marie Kassamba pourra peut-être revenir aussi. Nos correspondants ne cesseront pas de nous envoyer les informations ainsi que les images. C'est le direct sur Télé 50. Les images continuent de parvenir ici à Kinshasa. Le volcan des Nyiragongo est en pleine éruption. Merci Jean-Marie Kassamba. Merci à vous, on reste en contact. Oui. Nos correspondants sur place sont en train de collecter des informations. Nos téléspectateurs seront informés en temps voulu. Mais ce qui est sûr, ce volcan en éruption est très dangereux pour la population. Et il faut que les précautions d'usage soient prises pour qu'il y ait moins de dégâts possibles en matériel, mais surtout en vies humaines. Merci Jean-Marie Kassamba. Merci. Et dans la suite de l'actualité, d'abord d'échéance du gouverneur Zoé Kabila par l'Assemblée provinciale, la problématique de l'état des sièges ainsi que ses corollaires. Ces questions ont été abordées dans le point de presse tenu par le cadre du FCC André Alain Atundu. Comme dans ses habitudes, l'ambassadeur a passé en revue les sujets d'actualité et a évoqué également la question de la mise en place du gouvernement Sama Lukonde. L'investiture du gouvernement Sama Lukonde est censée tirer le peuple congolais de sa torpeur et de sa lassitude de la chose gouvernementale pour lui imprimer une ardeur nouvelle. Les Congolais sont donc appelés à payer le plus lourd tribut car, quel que soit le degré d'engagement des troupes étrangères, seuls les Congolais doivent en dernière analyse assurer l'intégrité et la paix durable sur leur territoire. La République démocratique du Congo doit d'abord compter sur ses propres capacités à améliorer ses rapports avec les États voisins ainsi qu'avec tous les partenaires impliqués d'une façon ou d'une autre dans des intérêts indescriptibles de cette guerre. Le gouvernement doit savoir effectuer et accepter les sacrifices nécessaires, voire avaler de couleuvres pour garantir une paix durable à l'intérieur du territoire national et avec les voisins. Au regard de la complexité de la situation dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les 30 jours de l'état de siège s'avèrent a priori insignifiants. La durée minimum devrait être d'au moins 3 mois pour garantir l'efficacité de cette décision présidentielle. Le FCC continue cependant à exercer une vigilance tous azimuts et un regard critique sur tout ce qui touche à la souveraineté du pays, à la bonne gouvernance et à la démocratie. Et puis, parlons à présent de la réunion du Conseil des ministres. 257 personnes interpellées, plus de 30 familles en situation irrégulière mises dehors. C'est en résumé ce qu'on sait maintenant du rapport des opérations de bouclage justement mises en place par l'armée au niveau du camp Kokolo effectué le 16 mai dernier. Le gouvernement compte améliorer les conditions d'hébergement des camps qui connaissent un surpeuplement sans précédent. Regardez.
Près de 3h30 seulement ont suffi aux membres du gouvernement pour brosser tous les sujets d'intérêt national lors de la 4e réunion du Conseil des ministres. Malgré les réalisations plus qu'excellentes effectuées par quelques régies financières, le Premier ministre a une nouvelle fois mis l'accent sur la maximisation des recettes par ces entreprises de l'État. Le gouvernement a noté le tollé suscité dans l'opinion nationale à la suite des propos jugés négationnistes tenus par le président rwandais Paul Kagame, alors que la même population attend voir les retombées des échanges tenus entre les chefs d'États africains et le président français lors du sommet sur les économies africaines. Un bilan mi-parcours peut être fait maintenant sur l'état de siège depuis sa proclamation. Plusieurs territoires sont désormais sous contrôle de l'armée nationale. Des redditions importantes ont été également signalées. Pour ce qui est du bouclage effectué le 16 mai dernier au Kankokolo, l'armée a procédé à l'interpellation de plus de 250 personnes après avoir retrouvé 17 armes de guerre individuelles et 56 machettes et autres armes blanches. 31 familles de civils irrégulièrement installées dans le camp sont également déguerpies. Parmi les interpellés, seuls 25 sont transférés au service national de Kanyama-Kasese après la confirmation de leurs antécédents judiciaires. En santé, la campagne de vaccination en RDC continue d'évoluer au ralenti. La province du Lualaba est la seule à n'avoir pas encore débuté avec les vaccinations. Le nombre des vaccinés reste très bas. La méfiance a presque gagné tout le terrain. Pour remonter la pente, le gouvernement a décidé d'engager un expert en infodémie pour lutter contre les fausses informations. Le ministre de la Santé a par ailleurs invité les membres du gouvernement à se faire vacciner. Et donner de nouvelles orientations pour la gestion des infrastructures en RDC, c'est l'objectif de la séance de travail tenue entre le ministre d'État en charge des infrastructures et les responsables des entreprises sous sa tutelle, notamment l'OVD et l'Office des routes. Alexis Guizarro a invité les directeurs généraux de ces deux entreprises à réfléchir notamment sur la mobilisation des ressources financières. Il a imprimé sa vision dans les chefs des responsables des structures sous sa tutelle. Le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics, à travers cette séance de travail, donnait des orientations claires de sa politique sur les infrastructures de la RDC. Après l'ACGT et la BTC, l'Office des routes conduit par son directeur général a été fixé sur les axes importants et défis à relever dans les secteurs des infrastructures en RDC, notamment la réduction des coûts de route. Nous avons naturellement fait l'état des lieux de la situation en ce qui concerne le matériel, en ce qui concerne le financement et en ce qui concerne le personnel. Et dans ces trois volets, nous avons eu à définir quelles sont les pistes pour que les choses changent. Nous avons eu des échanges très enrichissants sur comment faire pour réduire les coûts des routes, comment faire pour avoir d'autres mécanismes de financement en place, qui est des mécanismes classiques. Même exercice avec l'OVD qui a en charge de la voirie, la lutte anti-érosive et système de drainage. Au cours des échanges, le ministre d'État Alexis Guizarro Mouvouni a insisté également sur la mobilisation des moyens financiers. Dans tout ce que nous devons faire, il y a la réduction des coûts des travaux. Nous avons la source principale qui est le budget d'investissement, mais nous pensons, et selon sa vision, d'essayer de voir comment nous pouvons accéder à d'autres types de financement. Le ministre des ITP a annoncé la mise en place d'une commission pour réfléchir comment accéder à d'autres types de financement pour les infrastructures de la RDC, comme l'Office des routes, où il a promis d'accompagner avec succès la vision d'Alexis Guizarro. Au ministère de l'Éducation de base, les réactions viennent en chaîne après la suspension du secrétaire général de l'EPST, Jean-Marie Mangobé. La dernière en date, celle des syndicalistes du secteur qui soutiennent cette décision du professeur Tony Mwaba, ministre de l'EPST. Groupe de syndicalistes des enseignants de l'EPST déclarant ce qui suit. Encourageant et accompagnant son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST dans sa vision de travail qui consiste à la consolidation de la gratuité de l'enseignement fondamental et à la rupture avec les antivaleurs dans l'administration scolaire à l'EPST en vue de parvenir à un enseignement de qualité
et à l'amélioration des conditions socio-professionnelles. Demandons à son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, d'envisager en toute urgence la signature de l'addendum au protocole d'accord de Bibois, conformément aux acquis de sa réunion du mardi 18 mai 2021, avec, au moment où c'est l'intérêt de l'enseignant congolais qui doit être au centre de nos actions. Quelle est la part réelle de l'enseignant congolais dans toutes ces déclarations théâtrales qui envahissent les médias et réseaux sociaux, tout en sauvegardant le climat de paix sociale qui règne dans les écoles et bureaux gestionnaires? Nous invitons tous les enseignants à ne pas se laisser emporter, mais d'attendre le mot d'ordre qui est l'intersyndical de l'EPST leur donnera officiellement au sujet de notre cahier de charges déposé dernièrement à son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST. Et puis cette activité de la communauté Né Congo qui a reçu autour d'un dîner les ressortissants du Congo central nommés au sein du gouvernement Sama Lukonde. La communauté a rappelé à ses hôtes la mission et les attentes du chef de l'État. La communauté Congo a reçu le vendredi dernier dans la salle First MK dans la commune de la Gombe ses fils et filles promus et élevés au rang des ministres. Parmi eux, Modéron Sima, Fabrice Pouela, Yves Munkoulou et le ministre Boudimou des hydrocarbures, ainsi que le vice-ministre Crispin Badou. Pour les participants à cette manifestation, le travail bien fait au-delà de tout devrait caractériser ces Né Congo au sein du gouvernement pour le bien-être des Congolais. Quand on organise de telles manifestations, c'est pour transmettre aux heureux nommés un message d'abord d'encouragement et de disponibilité auprès de celui qui les a désignés. Au nom de toute la population des Congo, à travers le monde, adresser des messages de soutien à l'endroit de ces nominés qui, nous avons souhaité, vont travailler sous la bénédiction de nos ancêtres, parce que comme vous savez, nous sommes foncièrement croyants en Dieu et aussi au membre des ancêtres. Prenant la parole tour à tour, les différents ministres Né Congo ont promis chacun de donner le meilleur de soi pour défendre non seulement l'image des fils Né Congo, mais aussi travailler pour le développement de la RDC, conformément à la vision du chef de l'État. Et le bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek s'impose au jour le jour. Le parti cher au ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a eu au cours d'une matinée enregistré plusieurs nouvelles adhésions, notamment les professeurs, chefs des travaux et assistants de grandes universités du pays. Le bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, une véritable machine politique qui vient dépiocher des grosses pointures de la crème intellectuelle congolaise avec ses adhésions massives des professeurs d'université, chefs des travaux et assistants qui prestent à l'UNIKIN, l'UPN, l'IFASIC, l'ISP et l'IEC, mais aussi des avocats qui adhèrent désormais à la vision de l'émergence de la RDC prônée par le Burek et son autorité morale qui a d'ailleurs présidé cette cérémonie en remettant des cartes des membres et des emblèmes du parti à ses adhérents. C'est donc un nouveau souffle pour faire rayonner le Burek car le rêve s'est construit et 2023 c'est maintenant, a fait savoir Julien Paluku Kaonga. Au Burek, nous travaillons pas pour l'autosatisfaction, mais pour la satisfaction de ceux qui viendront demain et après-demain. C'est la vision que nous avons au parti. Ensemble, nous devons construire cette vision-là. Au Burek, on ne rêve pas, mais on construit les rêves. Nous avons besoin de ces nouveaux souffles. Le Burek, c'est notre machine par laquelle nous allons ramener le pays vers son émergence. À cette occasion, les nouveaux adhérents se sont engagés de pérenniser cette belle œuvre. Nous adhérons à une vision. Nous adhérons aux idéaux. Nous adhérons aux valeurs que vous avez toujours défendues, afin que le drapeau du Burek puisse flotter sur le toit de chaque maison. Des adhésions massives qui ont plongé toute la commune des Kassavobo en effervescence.
Et l'élu de la commune de Lansele à Kinshasa, la députée provinciale Marie-Kiet Mutinga, a effectué une descente dans sa circonscription dans le but de palper du doigt les réalités auxquelles ses électeurs font face, notamment l'état des routes dans cette partie de la capitale. Soucieuse du bien-être des Congolais en général et de la population de Lansele en particulier, Marie-Kiet Mutinga s'est rendue dans sa circonscription électorale, précisément dans le quartier Tongamao Mpasamaba 2, pour palper du doigt les difficultés auxquelles font face les habitants de ce coin de la capitale. Au quartier Tongamao, la porte-voix de Lansele, l'honorable Marie-Kiet Mutinga a constaté que la population est fatiguée d'emprunter cette route d'intérêt général à cause de son état d'impraticabilité sans que les autorités n'y prêtent attention. À côté de ça, elle a constaté également qu'une tête d'érosion poursuit son bonhomme de chemin tout au long de cette route. D'un ton ferme, Marie-Kiet Mutinga a annoncé le lancement des travaux. En tout cas, normalement, c'est ce que nous voulons dans ce pays. À cause de l'impraticabilité de la route, voilà que ça nous a longtemps dérangé. Maman a pris l'initiative et la grande décision sur ses fonds propres. Voilà qu'elle a résolu les problèmes. Elle a trouvé la solution et bientôt la route deviendra praticable. Maman a télémi aïe. En Mpasamaba 2, un accueil chaleureux lui a été réservé par la foule qui l'attendait sur son chemin. La députée provinciale et rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est descendue de sa voiture et a fait quelques mètres à pied, question de constater l'état dans lequel se trouve ce pont qui sert de passage aux habitants de ce quartier avant d'atteindre le lieu prévu pour échanger avec sa base. Le gouvernement a chaye maboko pour babonsela biso. Comme Mpasamaba 2 et Tongamao, la députée provinciale Marie-Kiet Mutinga a promis de trouver des solutions rapides aux difficultés auxquelles font face la population de sa circonscription et a profité de l'occasion pour remettre à sa base quelques présents. Le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, a procédé le vendredi à la pose de la première pierre d'un pont moderne. Cet ouvrage de 150 tonnes va relier les avenues Ungungandu et Tchata en vue de désenclaver cette contrée qui sépare la ville Kolwezi au territoire de Muchacha. Regardez. Accompagné de 2 députés provinciaux, Roy Kaumba et Gaston Mochid, et quelques membres du gouvernement, dont le ministre provincial ad intérim des infrastructures pour l'Inkala, où le gouverneur intérimaire du Lualaba a posé la première pierre de construction du pont moderne qui reliera les avenues Tchata et Ungungandu prolongées. Masuka Saini Fifi s'est dit satisfaite de l'avancement des travaux exécutés par l'entreprise Muska Engineering qui travaille d'arrache-pied pour respecter le délai. Ainsi, permettre à l'exécutif provincial de matérialiser ce projet qui soulagerait la population autrefois confrontée aux difficultés énormes pour emprunter cette artère. Nous pensons que ces travaux évoluent à 300%, vu les temps que nous étions ici la dernière fois. Nous pensons que l'entrepreneur va respecter les délais tel qu'il nous l'avait dit. Probablement, je pense que d'ici peut-être 4 mois, il pourra arriver à relier les 2 parties de cette entité et il évolue. Comme vous l'avez constaté, ce sera ici non seulement c'est un pont, mais c'est une œuvre d'art. Donc ça sera un site touristique. Ces travaux sont actuellement à la phase de la pose de la fondation. L'ouvrage prendra 4 mois selon le coordonnateur de chantier. Après la dalle, on va recharger la latérite et les caillasses juste pour atteindre le niveau fini de notre chaussée. Tenant compte des passagers, c'est là qui amène des gros véhicules, des gros engins. Ils peuvent passer par ici, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, Fifi Masuka Saini a eu droit aux ovations, même des petits-enfants qui vivaient dans le désespoir à cause de l'enclavement de la contrée. Et la commune de Fungurume a réceptionné un lot de 600 bons de la part de l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining dans le cadre du renforcement de l'enseignement de base et de soutien à la gratuité de l'enseignement.
C'est le bourgmestre de Fungurume qui a réceptionné ce lot de 600 bancs en faveur des écoles de sa juridiction. Le donateur TFM a promptement répondu au SOS de la commune sur le besoin criant des équipements scolaires dans les écoles, tant publiques que privées de Fungurume. La cérémonie de remise de ce lot de bancs a eu lieu dans l'enceinte de l'église kimbanguiste de Fungurume, en présence de quelques autorités politico-administratives de la place et des représentants de TFM. Le geste de l'entreprise Tenke Fungurume Mining vient s'accoupler à la mesure incitative prise par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la gratuité de l'enseignement de base afin de lutter contre la non-scolarisation des enfants sous toutes ses formes. Cette décision constitue un pas décisif pour l'éducation de nos enfants et une véritable bouffée d'oxygène pour les parents d'élèves en ce qui concerne la prise en charge de leurs frais de scolarité. L'État contribue ainsi à ouvrir les portes de l'école à tous les enfants afin de leur permettre de recevoir une bonne instruction. La gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État doit être appuyée aussi par les partenaires du gouvernement et les animateurs des entités territoriales décentralisées, comme le fait régulièrement le bourgmestre de Fungurume, Christian Mukunto. Et dans l'actualité également, je le disais au sommaire, au Maniema, le gouverneur Ogi Moussa Firi pourra faire face désormais à la justice après le dépôt par le procureur général de la Cour de cassation d'un réquisitoire au bureau de l'Assemblée provinciale demandant l'autorisation d'instruction pour détournement des deniers publics, rapporte 7sur7.cd. Il lui est reproché le détournement présumé de près de 160 000 $ de redevances minières. L'Assemblée provinciale ne s'est pas encore prononcé publiquement au sujet de ce réquisitoire. Et dans la province du Haut-Ouélé, les députés provinciaux sont satisfaits de l'évolution des travaux de construction de la salle de leur plénière. Ils ont visité vendredi les différents chantiers en construction dans la ville d'Issiro. Un des engagements pris par le gouverneur Christophe Bassian-Enanga, en plus du désenclavement routier a priori, c'est de remettre l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé dans ses propres installations et la faire cesser donc d'être locataire. Le gouverneur s'y applique, mais ses élus provinciaux ont voulu en avoir le cœur net par cette visite contrôle des travaux en cours. L'Assemblée provinciale est en train de travailler dans une prison. Le gouverneur a trouvé la bonne volonté d'accélérer ces travaux. Tel que nous venons visiter, vraiment impressionnant comment les travaux sont en train d'évoluer. Nous espérons qu'avant la fête de l'année 2021, nous allons venir occuper notre bâtiment. Le travail qui est en évolution, donc on conclut qu'il y a une grande volonté du gouvernement provincial d'accompagner la première institution provinciale. Également content, le président de l'Assemblée provinciale appelle à l'accélération des 10 travaux. Nous sommes à la deuxième phase de visite. Ici, c'est la résidence des gouverneurs. C'est ici la Maison Blanche que nous voyons. Et c'est la marque, la représentation de la province de Haut-Ouélé. C'est une très belle impression des travaux qui sont en train de s'exécuter ici à travers l'ingénieur qui nous a guidés et par l'impulsion de l'exécutif provincial. Vous l'avez constaté, il y a contrôle de l'action de l'exécutif dans le Haut-Ouélé et non sa déstabilisation. Cette cohésion institutionnelle permet à l'exécutif Bassian-Enanga la reconstruction de la province conformément à la vision de l'union sacrée de la nation. Et un mot avant de terminer sur l'évolution de la situation à Goma après l'éruption volcanique. Le coordonnateur de la protection civile au Nord Kivu, Joseph Mukindu, demande déjà aux malades qui sont internés dans des structures sanitaires au nord de Goma, notamment Niragongo et Manjengo, de se déplacer vers l'hôpital provincial à Goma. Aux propriétaires des stations-service de commencer déjà à les vider pour éviter toute explosion. Pour le moment, la lave se dirige vers le Rwanda, nous rapporte notre correspondant sur place, Pacheko Kavundama. Place au rappel des titres à présent. Le gouverneur militaire du Nord Kivu s'est exprimé après l'éruption du volcan de Niragongo à Goma dans le Nord Kivu. Présentement à Goma, de nombreux Congolais se dirigent vers la grande barrière, le poste frontière vers le Rwanda voisin, dans le cas où les coulées de lave toucheraient la capitale provinciale.
Et le ministre de la Défense a enfin présenté au gouvernement le rapport des opérations de bouclage du camp Kokolo effectué le 16 mai dernier. Des familles et des personnes en situation irrégulière y ont été déguerpies. Surpeuplé, le gouvernement promet d'améliorer les conditions d'hébergement. Et déçu le vendredi dernier par les députés provinciaux, le gouverneur de la province du Maniema, Ogi Moussafiri, est maintenant dans les viseurs de la justice. Un réquisitoire demandant l'autorisation d'instruction pour détournement présumé avait été déposé au bureau de l'Assemblée provinciale. Merci à vous tous de votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.